Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on va parler d'un principe qui touche pas mal l'ensemble de la population, du moins au moins quelques fois dans notre vie, du moins je l'espère. L'amour aujourd'hui, comment on doit l'inclure dans notre vie, la pratiquer et surtout comment on doit l'aborder, ça peut ouvrir une discussion au sens large du terme. Oui, en effet, c'est un sujet pour souligner la Saint-Valentin. En fait, les gens me suggèrent des sujets. Donc ça, c'est une personne qui m'a suggéré ça. C'est pas pour me défouler parce que je suis rendue célibataire. Mais c'est un sujet que je trouve intéressant à approfondir, qu'on soit seul, en couple, ça nous concerne tous. Et souvent, j'entends c'était mieux avant, l'amour se perd aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est justement d'essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'amour d'aujourd'hui et celui d'autrefois. Donc, on va commencer par les bons côtés, Oui. selon l'interprétation d'aujourd'hui. Oui. Allons-y. Plus facile de se rencontrer avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Ça, je crois que ça a révolutionné plutôt la façon avec laquelle on prend contact avec les gens en général. Hein? En effet, c'est autant utile pour les gens plus timides que ça l'est aussi pour les gens qui vivent dans des régions plus éloignées, qui ont moins de population. Donc, des fois, tu veux rencontrer quelqu'un, c'est moins évident. Puis tu peux, entre guillemets, magasiner. Si tu vas sur les sites de rencontres, tu peux cocher, bon, moi je cherche une personne non fumeuse, je cherche une personne qui a des enfants, qui n'a pas d'enfants, etc. Tu peux vraiment aller mettre tes critères, si tu veux. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais c'est le reflet de la société. Donc, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, il y a de tout. Je peux vous le confirmer, il y a vraiment de tout. Tu rencontres autant la très bonne personne que l'espèce de personne mariée qui a un faux compte, qui essaie de se trouver une maîtresse, etc. Pas toujours facile de savoir exactement à qui on a affaire lorsqu'on fait affaire sur les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, il faut être prudent. Il faut être vigilant. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les valeurs traditionnelles qui pouvaient s'appliquer à l'époque, comme un exemple que c'était les mariages en guillemets forcés, où c'était les parents qui organisaient ou la famille qui organisait les mariages, on voit ça de moins en moins, du moins dans la culture québécoise. Hein? Exactement. C'est sûr que ça se voit encore dans certaines cultures. Ça arrive aussi quand même au Québec que les enfants ont une certaine pression. Tu vas marier telle personne parce que ses parents, c'est des amis, c'est des collègues d'affaires, puis etc. Puis c'est une personne qui a un très bon travail, etc. Ça se voit, mais c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, généralement, c'est la personne qui choisit pour elle-même. Ça se peut que la belle famille, les parents ne soient pas satisfaits du choix, ça se voit, mais généralement, la personne est assez libre de choisir. Auparavant, on pouvait voir aussi, lorsqu'il y avait une grossesse chez la personne en question, ça pouvait automatiquement se conclure par un mariage. C'est quelque chose aussi qu'on voit de moins en moins, pour ne pas dire pratiquement plus au Québec. Là. Bien, en fait, souvent, on en parle maintenant avec un sourire en coin. On calcule des fois l'âge du mariage, l'âge de la venue au monde de l'enfant, puis on recule de 9 mois. On se dit, ah, OK. Mais oui, c'était quand même assez courant là, de voir des... Il y en a encore aujourd'hui, mais c'est assez rare parce que le mariage n'a plus le même sens aujourd'hui. C'est moins conditionnel aussi à ça. Oui, donc oui, il y a quand même des couples. Il y a des couples qui restent ensemble parce que, bon, la femme tombe enceinte et, bon, l'homme se sent, entre guillemets, obligé. Ça existe, là, j'en vois parfois. Mais c'est pas comme avant, vraiment, là, qu'il fallait que tu te maries obligé, sinon c'était la honte, ou il fallait que tu vas vivre ta grossesse en ville, que tu donnes ton enfant en adoption et tu reviens parce que sinon tu étais la honte de la famille. Tu sais, on voit plus vraiment de choses comme ça. Là. Mais on dit nous, lorsqu'un mariage s'effectue dans ces conditions-là, c'est pas nécessairement un gage de succès. Hein. C'est sûr que si la base de la relation, c'est pas l'amour, c'est par exemple qu'un enfant en aide, c'est pas nécessairement que ça va marcher. Là. Quelque chose qu'on entend parler lorsqu'on jase avec nos grands-parents, c'était le fait que le mariage pouvait se faire en très bas âge, genre 13, 14, 15 ans, où les femmes pouvaient être mariées et déjà avoir même 1, 2, 3 enfants pour certaines. Et puis, ça se faisait vraiment à l'adolescence avec les yeux d'aujourd'hui. Ça, c'est incroyable. Hein? Quand on voit les grandes familles, souvent les premiers enfants,
c'était des mères-enfants, comme on dit parfois, là, parce que, je veux dire, quand tu as un enfant à 14, 15 ans, 16 ans, c'est très, très jeune. Ça aussi, on voit moins. C'est sûr qu'il y a encore des adolescentes qui tombent enceintes, mais je dirais qu'aujourd'hui, elles ont davantage les moyens que ça n'arrive pas. Il y a des moyens de contraception, il y a beaucoup d'éducation qui est faite, mais à l'époque, si tu te mariais à 14 ans, ben, il ne fallait pas t'empêcher la famille. Ouais. Donc, ça allait de soi que tu allais enfanter presque un enfant à chaque année. Puis difficile de concevoir qu'un enfant de 14, 15 ans pouvait déjà être marié, être dans le processus d'élever des enfants et puis d'avoir la responsabilité familiale qui vient autour de tout cela, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, les valeurs catholiques étaient très fortes et puis justement, ça va être tout de suite le point d'ensuite, mais les valeurs allaient dans le sens où la femme avait beaucoup de responsabilités sur les tâches ménagères, le contrôle de la famille et puis la responsabilité d'élever les enfants en tant que tels. Je pense que c'est sûr que c'est matière à débat, mais moi, je pense que les femmes d'autrefois étaient beaucoup plus matures qu'aujourd'hui. Je veux dire, à 16 ans, tu étais mariée, tu entretenais une maison. Est-ce qu'il était plus mature ou c'était comme... Peut-être un passage obligé, peut-être qu'il n'y avait pas le choix de faire face aux responsabilités. À faire face. Aujourd'hui, oui, il y a des jeunes jeunes de 14-15 ans gèrent leur compte Facebook plutôt que de s'occuper de la famille. C'est ça. C'est déjà une tâche en soi qui peut prendre 40 à 50 heures semaine, pour ne pas dire 80-90, pour ceux qui se sont couchés dans les 2 dernières semaines. On rit, mais c'est ça aujourd'hui, la vie de l'adolescence, c'est se disputer avec ses parents pour nettoyer sa chambre, puis gérer son Facebook, puis pas prendre son iPod à table, etc. Mais on est loin que les Sims ont bien mangé pour ne pas perdre les fleurs à la maison. Oui, c'est ça. La deuxième vie, quoi. Non, mais c'est quelque chose, la place que ça peut avoir. On parle de 2 mondes différents. Ça fait que je pense que c'est sûr que ça serait inconcevable de voir la majorité des filles de 16 ans avoir une famille aujourd'hui à 16 ans. C'est loin d'être valorisé aussi. Puis on considère que c'est trop jeune, carrément. Non, c'est trop jeune, je veux dire. Je pense qu'il y a un âge pour chaque chose, puis il faut vivre son adolescence aussi. Là. Très agréable à vivre aussi l'adolescence, parce que ça se passe de la bonne façon. Disons que qu'être parent à 14 ans, c'est très jeune, oui. disons-le. On parlait aussi puis justement, j'en ai glissé un petit mot sur l'influence que pouvait avoir l'Église à ce moment-là, le message qui était lancé par l'Église, peut-être un peu rappeler aux gens comment ça pouvait fonctionner pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est que non seulement tu n'avais pas droit à la contraception, mais tu te devais lorsque tu étais marié d'avoir des enfants, et c'était même à la limite mal vu de ne pas en avoir. Et tu pouvais te faire convoquer par le curé de la paroisse si après un an et demi, 2 ans, 3 ans maximum, tu n'avais pas eu d'enfant, tu passais au bureau du directeur entre guillemets, monsieur le curé. Effectivement, si une femme, on calculait, si, bon, elle devrait déjà être enceinte de nouveau, puis elle ne l'était pas, le curé passe à la maison pour voir, y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne pouvait pas empêcher la famille. C'est quelque chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui, et tant mieux. Je suis très religieuse, mais je pense que l'Église avait trop d'emprise sur la vie des gens autrefois. Mais c'est un monde, puis quand j'écoutais mes grands-mères me raconter leur vie, il n'était vraiment pas question de prendre un break d'1 an. Si tu avais des enfants à la chaîne, c'était des manufactures à bébés carrément, là. C'est sûr que ces femmes-là adorent leurs enfants, mais c'était une vie extrêmement difficile. Quand tu as 12, 13, 14 enfants, là, c'est quelque chose, là, puis il faut que tu entretiens ta maison, puis c'était l'époque des femmes très soumises, donc tu t'occupais de ton mari aussi, donc c'était... Pas facile pour les femmes d'avoir une carrière professionnelle avec un encadrement dans ce sens-là. Hein. Ouais. Et il faut le dire, la contraception a complètement révolutionné la vie de la femme et la façon de vivre de la femme dans les alentours des années 60. Je crois que c'est les alentours des années 60 que la pilule est apparue. Ça a complètement révolutionné notre société, et encore plus la société québécoise en tant que telle. Bien, c'est une bonne chose, la contraception, parce que avoir un enfant, c'est une énorme responsabilité. Il faut en prendre soin, il faut être prêt. Moi, je préfère que les gens prennent des moyens de contraception puis qu'ils ont des enfants après un choix réfléchi et non pour avoir des enfants comme ça. Donc, je pense que la contraception, c'est une très bonne idée. C'est sûr que là, on dit parfois qu'il y a de moins en moins d'enfants, une dénatalité au Québec. Mais ça revient tranquillement, pas vite. Là, on voit des familles de 3-4 enfants, ça revient tranquillement. On ne reviendra plus à des 12 enfants, là. Je ne pense pas que ça va revenir à ça.
Mais les moyens de contraception ont donné une certaine liberté à la femme de décider quand elle se sentait prête à avoir un enfant ou pas, là. Ça a changé aussi la conception de l'amour en soi, hein? Exactement. Donc, c'est sûr. Faire l'amour n'est pas devenu nécessairement exclusivement relié aux sentiments. Ça permet aussi d'y aller simplement, ce qu'on pourrait dire, pour le plaisir. Bien, il fut une époque où faire l'amour, il fallait qu'il y ait un but à ça, c'était d'avoir des enfants, carrément. Ensuite... Et moralement, entre deux personnes qui s'aiment de façon certaine. Oui, c'est ça. Donc, après, il y a eu une espèce de libération. La révolution sexuelle. Oui. Donc, après ça, là, on couchait un peu partout, avec n'importe qui. Simplement pour l'expérience sexuelle. Oui, parce que là, on avait été tellement freinés que là, on avait décidé de vraiment là, laisser libre cours à ses pulsions et ses fantasmes. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les gens semblent un peu nostalgiques de vivre une relation amoureuse où faire l'amour a un sens. Parce que on a connu deux extrêmes. Oui. Mais là, moi, de plus en plus, je parle aux gens, puis ils se disent, bien, si on fait l'amour sans sentiment, bien, c'est vide, ça manque de sens, ça peut être plaisant sur le coup, mais il manque quelque chose. Donc, on dirait que les gens sont en train d'essayer de revenir, moi, ce que je trouve à l'essence même de l'amour, c'est-à-dire les sentiments, là, pas juste de dire je couche d'un bord et de l'autre pour le fun. Là. Revenir à certaines valeurs traditionnelles. Oui, voilà. Ne plus être obligé aussi de se forcer à rester en couple pendant des années, même si l'amour n'est pas toujours existant dans notre couple, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, si on n'aime plus notre partenaire, on va être plus porté à se libérer de cette relation-là que soit pour les apparences ou pour toute autre raison, demeurer en couple malgré la disparition de ce sentiment-là. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les très vieux couples. Des fois, ils me racontent leur vie, puis ils me disent, ils vont me raconter que leur mari était alcoolique, que leur mari était violent, que la femme était infidèle, exemple. Puis ils disent, bien, dans ce temps-là, c'était ça, tu restais avec l'autre, puis il n'était pas question de te séparer, même si tu avais une très bonne raison. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'autre extrême. On a tendance, l'être humain, à aller d'un extrême à l'autre, mais aujourd'hui, c'est la moindre contrariété. Tu flushes l'autre. Parce qu'il y a une file qui t'attend. C'est à peine exagéré, là. C'est la facilité. Donc, oui, c'est bon qu'on est capable de se sortir d'une relation malsaine, abusive. Ça, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas à supporter ça. Tout le monde a droit au bonheur, puis il y a des choses. Se faire manquer de respect, c'est jamais justifié. Mais à l'autre extrême, il y en a qui ont pris ça trop à l'extrême, puis maintenant, ils ne tolèrent plus la moindre contrariété. C'est comme, OK, je me débarrasse de toi, puis je passe au prochain, à la prochaine. Étant donné qu'on est une société maintenant qui est, disons, plus égoïste, on est plus centré sur nos propres besoins et aussi sur la productivité. Hein. C'est une société où la productivité est très importante. On laisse pas nécessairement énormément de place à la négociation dans nos couples, dans l'amour en général, sur la façon avec laquelle on gère le tout. Hein. On est porté des fois à mettre peut-être pas les priorités sur l'amour, mais souvent sur tout ce qui entoure notre vie de tous les jours. L'amour est souvent secondaire, ce qui peut apporter des fois à avoir des priorités qui sont complètement différentes. Hein. Tu amènes un bon point parce que c'est de plus en plus difficile, je trouve, de trouver une personne qui met en priorité l'amour. Oui. Souvent, ce qu'il va y avoir avant, ça va être la carrière, les voyages, etc. C'est pas mal en soi si on est heureux comme ça. Mais pour une personne qui cherche, qui priorise l'amour, je vous dirais que c'est difficile. Moi, pour avoir été longtemps sur des sites de rencontres, souvent, c'est pas ce que les gens vont prioriser. Puis, comme tu le dis, souvent, les gens vont être plus égocentriques, individualistes. Ils vont moins faire les efforts parce qu'une relation de couple, comme une relation d'amitié familiale, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience. Dieu sait que ça demande des concessions, des compromis. Mais on dirait que les gens sont moins enclins à le faire aujourd'hui. Ils vont chercher la facilité. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu commences une relation, les premiers mois, bon, c'est sûr que tout est beau, c'est magique. Les 6 premiers mois de passion, on les connaît tous. Mais à un moment donné, c'est sûr que la passion diminue, mais elle fait place à autre chose, à davantage de complicité, les sentiments se deviennent plus forts, etc. Mais il y a des gens qu'après 6 mois, si ça baisse la passion, bien, ils vont passer à une autre personne. Il y a des gens qui veulent être, entre guillemets, sur le high oui. tout le temps,
Donc, à tous 6 mois, ils vont regarder mois, sur le selon, âge. lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont, c'est plus aussi intense dans leur couple, ils vont tout simplement passer à autre chose. Alors qu'une relation, moi je trouve qu'une relation, ça fait 2, 3 ans que tu es avec une personne, il n'y a rien qui vaut ça. Je veux dire, oui, la passion est peut-être différente, mais ça s'entretient. Mais dans la société d'aujourd'hui, si tu vois des émissions comme les Love Story Occupation Double, qu'est-ce qu'on va valoriser là-dedans? C'est le désir, c'est la passion. On va nous mettre des espèces de contes de fées avec le désir, la libido au plafond. Puis on va essayer de nous faire croire que c'est ce qu'on a besoin tout le temps, toute notre vie, tous les jours. Alors, ça fait que des gens, après 6 mois, se tannent, puis passent à autre chose, puis ne prennent pas le temps de construire et de faire les concessions. Mais c'est ça, un couple. S'il y a tant de couples qui fonctionnent mal, j'ai fait un appel sur Facebook, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, et beaucoup de gens qui sont en couple depuis des années, depuis parfois 40 ans. Puis c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut que tu as la maturité nécessaire d'essayer de construire, mais aussi de faire la part des choses. S'il y a une dispute, s'il y a un problème, mais tu surmontes à deux au lieu de sacrer ton camp puis trouver la solution facile, d'en trouver quelqu'un d'autre, parce que tu vas toujours arriver au même point. Donc, c'est le conseil que les gens me disaient en général, c'est ça, c'est du travail. C'est pas quelque chose, tout est merveilleux, puis tu vas trouver quelqu'un qui est pareil comme toi, puis tout va aller bien, là. C'est faire des concessions, c'est une bonne communication, c'est d'apprendre à partager aussi et avoir une vision sur le long terme où on est deux dans le cheminement et non pas seul. De là, l'importance de bien choisir la personne, d'y aller selon de bien se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on recherche, nos valeurs, nos priorités, etc. Parce que si vous vous enlignez avec une personne qui ne communique pas, puis vous communiquez, c'est sûr qu'il y a des chances que ça ne marchera pas. Parce que la communication, c'est ce qui va faire que vous allez régler tous les conflits à venir. Si vous êtes une personne que la fidélité, c'est important, puis que votre conjointe, c'est plus ou moins important, bien, il y a des chances que ça ne marche pas non plus. Donc, parfois, on est pressé parce qu'on se laisse guider par nos sentiments, par nos désirs, etc. Puis dans ce temps-là, on est aveugle, on ne voit plus ce qu'il y a autour, on est tous pareils, là. Donc, l'important, c'est de prendre le temps de connaître l'autre, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire « je suis bien placée de parler, je suis encore toute seule », mais je prends les conseils du monde. Oh, oui. J'ai beaucoup lu les commentaires sur Facebook. Puis tu me disais en préparation d'émission que ça a beaucoup réagi, ce sujet-là. C'est le sujet qui a le plus eu de commentaires. Oui. Puis les gens y allaient vraiment. Là, tu voyais que les gens s'investissaient dans leurs commentaires, puis ça leur tenait à cœur. Et tout le monde était unanime pour dire que l'amour, c'est plus comme c'était avant. Oui, parce que c'est moins valorisé d'être une personne, disons, qui est sincère, fidèle, une personne qui va s'engager pour la vie. C'est des choses qui sont moins valorisées. Aujourd'hui, tu vas voir un couple qui va se mettre ensemble, puis souvent, tu vas leur demander « Ah, mon Dieu, tu as trouvé la bonne », puis elle va te dire « Ah, ben un jour à la fois, on verra demain ». Moi, je comprends les gens qui font ça, mais en même temps, moi, je trouve que c'est pas une attitude gagnante. Parce que si je pars avec l'idée « Ben gars, j'essaye, puis je verrai bien comment ça marche », il me semble que je ne vais peut-être pas être prête à faire les efforts pour que ça marche. Tandis que si je me dis, cette personne-là, je veux vraiment que ça marche, je vais me battre pour elle, je vais tout faire pour elle, pour la rendre heureuse, c'est une attitude qui va plus te porter à travailler pour la relation. C'est mon avis, là. Donc, les gens, c'est ce qu'ils me disaient comme commentaire, là. Il faut vraiment que tu t'investis, là. Le défi, pour ne pas dire la chance, c'est de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs et la même vision, puis la même conception de cet amour-là. Là, habituellement, c'est ce qui peut faire en sorte que ça fait le déclic, que ça va fonctionner. Il y en a quand même qui fonctionnent des couples et que ça va bien. Il ne faut quand même pas être trop négatif dans notre approche. Il y a des couples modernes qui fonctionnent très bien. Puis si tu vas voir tous ces couples-là, ils ont quand même des choses en commun, souvent la communication. Mais il n'y a pas de recette générale. Hein. Souvent, ça va être propre à chaque couple et puis il n'y en a pas de recette miracle. Là, puis c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on n'est pas une bonne personne. Il y a un chercheur qui faisait des études qui calculait que 80 des couples sont malheureux. C'est beaucoup. Lui, il a fait des études. Il y a 20 des couples vraiment qui sont heureux, qui vont vraiment surmonter n'importe quoi, puis il y a 80 qui sont moins heureux, qui sont malheureux. Moi, ça m'avait énormément surprise. Mais quand tu regardes autour de toi, dans tes amis, ta famille, on en connaît tous des couples qui sont ensemble par habitude, pour l'argent, ils restent ensemble pour les enfants, ils ont peur d'être seuls. C'est triste à dire, mais il y en a beaucoup. Donc, puis c'est pas nécessairement facile aussi de se sortir d'une relation qui nous rend malheureux.
sais, on l'a tous connu. Des fois, ça nous amène quand même une certaine sécurité d'avoir quelqu'un sur qui compter. Mais ouais, 80% seraient malheureux. Donc, c'est pour ça que je dis l'émission d'aujourd'hui, même si vous êtes en couple, ça concerne tout le monde. Même si vous êtes heureux en couple, ben ça vous fait peut-être prendre conscience que vous êtes chanceux, puis prenez soin de l'autre personne parce que vous faites partie des privilégiés qui peuvent vivre une belle relation comme ça, là. Chose certaine, dans l'amour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup plus facile, du moins au Québec, de vivre son orientation sexuelle, de dire qu'on est gay, un exemple. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a 50 ans passés. Et puis ça doit être libérateur pour les personnes qui sont gays, là. Bien, c'est sûr, bon, c'est sûr, je peux en parler. Le monde sait que je suis lesbienne. Donc, moi, quand j'ai fait mon coming out, je ne l'aurais pas fait avant parce que je pense que ça aurait été moins possible de vivre. Puis si je recule du temps de mes grands-parents, ma grand-mère, elle avait quelqu'un dans sa famille qui était lesbienne, mais elle a toujours vécu, entre guillemets, comme vieille fille qui restait avec une coloc féminine. C'était un couple, mais c'était toujours caché comme ça. Et c'est triste parce que c'est des gens qui ont passé à côté de l'amour. Et encore aujourd'hui, même si c'est accepté en général dans la société, la majorité des personnes homosexuelles vivent cachées ou en couple avec une personne de l'autre sexe pour se cacher, entre guillemets. Puis je les comprends parce que c'est dur de passer de l'autre côté, de s'afficher. Donc, ça, c'est un bon côté, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on peut vivre notre orientation, mais on a aussi des recours si quelqu'un nous fait de la discrimination. Donc, ça, c'est un plus, là. Ça amène beaucoup plus de gens à être heureux, là, je pense que... Puis on peut dénoncer aussi plus facilement les situations qui ne sont pas, disons, constructives pour notre couple ou constructives pour notre propre expérience personnelle, que ce soit au niveau de l'abus physique, violence verbale, psychologique. Là. Maintenant, tant pour la femme que pour l'homme, c'est plus facile d'en parler, d'avoir des ressources pour encadrer et essayer de faire en sorte que l'amour qu'on vit soit un amour sain, là. Ça aussi, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de ressources, il y a des maisons d'hébergement pour les personnes en difficulté. Le CLSC a beaucoup de services. Je pense qu'on n'a plus de raison de supporter. Avant, c'était extrêmement tabou, mais là, il n'y a plus de raison de rester dans des relations qui nous rendent malheureux. C'est un cadeau à se faire. C'est pas facile, mais avec le soutien qu'il y a, on peut vraiment s'en sortir parce que l'amour, c'est pas ça. Je veux dire, il y a des gens qui en viennent à tellement souffrir dans des relations, à se faire maltraiter, hommes et femmes, les deux, qu'ils finissent par se dire, ben c'est normal, il faut faire des sacrifices. Non, ça, c'est pas normal. On fait des concessions dans un couple, mais pas de ce genre-là. C'est pas une concession de se laisser violenter psychologiquement, physiquement. Je pense qu'il faut mettre nos limites, puis on a droit au respect. Donc, ça, c'est bien parce qu'on est à une époque qu'on n'a pas à supporter ça. Il y a des tabous d'autrefois que c'est triste à dire, c'est épouvantable à dire, mais que il y a des maris qui violaient leurs femmes. Et c'était accepté Toléré. dans la société. C'était, OK, c'est comme ça parce que tu ne pouvais pas refuser à ton mari. C'est épouvantable, mais ce fut une époque. Donc aujourd'hui, la femme a plus sa place. Puis la femme aussi a découvert sa sexualité parce qu'autrefois, la sexualité, la femme oublie ça. La femme n'avait pas de sexualité, elle avait la sexualité de son mari. Maintenant, la femme s'est libérée de ça. Ça, c'est un avancé aussi. Donc, autant l'homme que la femme, maintenant, ils peuvent être eux-mêmes, peuvent s'épanouir dans une sexualité. Il y a même des médicaments pour les gens qui ont des problèmes d'ordre sexuel. Donc, ça aussi, c'est une avancée parce que c'est quand même une facette d'un couple. Donc, c'est des choses qui sont mieux, qui se sont améliorées aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, ça a tombé dans l'autre extrême. » Il y a des gens, ils couchent avec tout ce qui se promène. C'est sûr qu'il y en a comme ça, mais il y en avait à l'époque aussi, sauf que c'était plus caché. C'était beaucoup plus caché, oui. Oui. On s'en vantait pas, disons. Exactement. Et justement, en ce qui concerne cet épanouissement au niveau de la vie sexuelle, est-ce qu'on peut relier les deux? Est-ce qu'on peut être en amour, être en couple, que ce soit gay ou hétéro, et puis que ce succès-là, que cet épanouissement-là soit lié à la sexualité en tant que telle? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait vrai de dire? Parce qu'on entend parfois ça, là, si un couple n'a pas une vie sexuelle
acceptable, disons, le couple ne réussira pas à être épanoui. Est-ce que c'est quelque chose qui est relié? Peut-être que je ne suis Oui. pas spécialiste dans le domaine, mais ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'il y a des couples qui ont moins de sexualité pour différentes raisons. Et Ils sont tout à fait heureux là-dedans. si les deux sont sur la même longueur d'onde, il n'y en a pas de problème. L'important, ça, que j'ai lu souvent, c'est l'intimité. Ça, un couple sans intimité peut difficilement survivre. Parce qu'il faut un minimum de rapprochement. Il faut que tu te rejoignes quelque part. Donc, si tu n'as pas de sexualité, mais que tu as un peu d'intimité, je ne sais pas, moi, que tu te colles sur l'autre, tu dors collé, des choses comme ça, c'est ce qu'on dit que ça prend quand même un certain minimum. Au niveau de la sexualité, c'est rare que dans un couple, les deux sont sur la même longueur d'onde. Parce que, pour différentes raisons, à commencer par l'homme et la femme qui sont différents à ce niveau-là souvent. Il y a même des raisons biologiques à ça. Mais un couple qui s'aime et se respecte, souvent ils vont essayer de trouver une espèce de juste milieu entre les deux, puis ils vont être heureux comme ça. Mais pour moi, l'important dans une sexualité, c'est qu'il y a des sentiments. Parce que je ne juge pas ceux qui couchent avec n'importe qui sans sentiment pour le fun, qui ont des amis modernes juste pour coucher avec eux autres. C'est un choix de vie. Si vous êtes heureux avec ça, il n'y en a pas de problème. Mais je trouve que ça dénature l'amour et on finit par perdre le sens de l'amour. Pour moi, il n'y a rien comme faire l'amour avec une personne que tu as des sentiments pour cette personne, que tu as une complicité, que tu as du vécu, des souvenirs avec cette personne-là. C'est mon choix personnel. Mais à trop faire une distinction entre sexe et sentiment, ça dénature. Ça dénature les relations, ça dénature l'amour. Puis on finit par vivre des relations qu'on trouve vides parce qu'on ne se sent pas nécessairement aimé. Même si une personne fait l'amour avec nous, on ne se sent pas nécessairement aimé s'il n'y a pas de sentiment. Est-ce qu'on pourrait dire que l'amour serait maintenant tout simplement un produit de consommation? C'est souvent ce qui revient sur Facebook, que je l'ai lu beaucoup. On est à l'ère du jetable. Donc, si ça ne fait pas notre affaire, on jette la personne. C'est imagé, mais c'est carrément ça. Donc, et les émissions qu'on voit, j'en parle souvent, là, le monde va dire j'ai une dent contre les télé-réalités. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable, mais je respecte les gens parce qui que les j'aime écoutent, pas les valeurs. C'est artificiel. C'est artificiel. On va mettre une espèce de bande de gens parfaits, tu sais, avec des corps parfaits. Oui. Puis, il faut que tu choisis, puis elle, je la flush. Qui ont été choisis en fonction d'elle. Il y a un casting derrière tout ça. Ben oui, c'est pas du hasard. Là. Non. On les choisit pour leur personnalité. Puis là, tu en vois là, qui vont causer 3-4 en même temps. Ils vont s'essayer avec 3-4. Mon Dieu, mais c'est pas ça l'amour. Moi, quand je vois ça, je dis ça n'a pas de bon sens. Puis on s'entend-tu que les codes d'écoute qui sont là, c'est pas pour rien que ces émissions-là reviennent d'année en année. Donc, s'il y a une code d'écoute, c'est qu'il y a un grand pourcentage de la population qui s'identifie aux valeurs qui sont Exactement. Qui se transmettent à l'intérieur de ces émissions-là. Ça fait peur. Ça fait peur, puis après, on est surpris que des gens vont flusher quelqu'un parce qu'ils en trouvent une plus belle ou parce qu'ils vont courir 3-4 lapins en même temps, comme dans ces émissions-là, puis ils vont s'essayer avec les 3-4. Ah, ben elle est mieux. Moi, ça n'a pas de bon sens. Je vois des choses comme ça. C'est sûr que les gens sont inspirés par ça. Pas tout le monde, mais il y en a qui font la même chose. Les jeunes qui écoutent ça aussi. Hein? Et les jeunes, mais quelle sorte de vision de l'amour ça va leur donner? Oui, puis ça demeure. Là. Alors moi, quand je vois des choses comme ça, je pense pas que ça aide à vraiment comprendre le sens de l'amour. Puis tu vois leur vie sur les magazines après, puis ça casse après 2-3 semaines, puis ah mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Moi c'est tellement loin de l'amour, là. C'est très loin des valeurs traditionnelles aussi, entendons-nous. Là. Exactement. Donc, parce que les gens, des fois, disent, ben... La fidélité, l'engagement. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on n'est pas pour revenir en 1900 tranquille, dans le temps qu'on se mariait obligé. Ouais, mais il y a comme un juste milieu entre les deux. Oui. Moi, je pense que l'idéal, c'est justement un juste milieu, d'être fidèle, etc. Mais c'est des êtres humains. Dans ces émissions-là, c'est des êtres humains qui vont vivre le rejet. Moi, ça m'affecte. Je vois ça, là, puis j'aime pas ce que je vois à la télévision. Ça amène les gens à chercher beaucoup la facilité dans leur relation, dans leur façon de fonctionner, que tout soit toujours facile. C'est pas nécessairement facile de se donner comme objectif de vivre à deux et de partager à deux toutes les réalités de la vie de tous les jours. Là.
ça peut difficilement être quelque chose de facile. Faut que tu aies une bonne base, puis c'est pas, exemple, c'est pas en allant dans un bar un samedi soir que quelqu'un te tape dans l'œil parce qu'il est cute, tu le ramènes à la maison. C'est pas ça qui va faire que tu vas connaître la personne. Parce que tu peux avoir une attirance très forte, un désir très fort pour une personne, Oui. mais tu es totalement incompatible avec elle pour différentes raisons, pour les valeurs, le mode de vie, ou tout simplement tu ne développes pas de sentiments. Parce que les gens mélangent tout parfois. Tu sais, on est tous pareils, l'être humain, on est attiré par une personne, mais on a l'impression que c'est la personne de notre vie, mais il faut faire attention. Est-ce qu'on courtise moins? On fréquente moins. Ça, ma mère me dit souvent parce qu'elle me dit, ah, elle dit, dans notre temps, ton père puis moi, elle dit, on se courtisait. Elle dit, on allait au cinéma, puis elle dit, c'était pas le premier soir, puis on faisait des sorties, puis on se tenait par la main, puis je m'ennuie de ça. Aujourd'hui, quand tu essaies de prendre plus ton temps, des fois, c'est plus difficile parce que tu es perçu comme une personne coincée, mais parce que moi, je trouve que c'est mettre les chances de ton côté. Tu n'as rien à perdre en prenant plus ton temps. On pourrait dire qu'il y aurait une genre de pression sociale à cheminer rapidement dans les premiers contacts de relation? Il y a une pression sociale parce que si tu prends ton temps puis la personne, elle, est plus pressée, bien, elle va passer au suivant. Mais là, moi, à un moment donné, je me suis dit, si la personne passe au suivant parce que c'était pas la bonne pour moi, parce que je me suis dit, là, je veux prendre mon temps pour apprendre à connaître, mettre les chances de mon côté pour que ça marche. C'est pas garanti, mais ça va m'aider. Mais les fréquentations, là, c'est de moins en moins vu. Si tu sors avec une personne une première fois, souvent, il va y avoir une espèce d'attente qui se passe quelque chose le premier soir. Donc, les gens ont tendance à mettre la charrue devant les bœufs et on va coucher avec la personne d'abord pour voir si on est compatible au lit et après, on va réfléchir si on peut sortir avec. C'est le monde à l'envers. Moi, dans ma tête, tu commences à fréquenter quelqu'un, puis après, tu couches avec la personne. Mais aujourd'hui, là, c'est dur de rencontrer quelqu'un qui pense comme ça. Fait que les fréquentations, c'est de plus en plus rare. Puis quand tu veux fréquenter, tu te fais regarder comme si tu es totalement coincé, que tu viens d'un autre monde. Là. Ça, c'est vrai. Là. Ça se perd beaucoup. Là. Quelque chose que je suis intéressé d'entendre la réponse en ce qui concerne la fidélité. Comment on a interagi avec toi sur Facebook sur ce sujet-là spécifique? Bien, il y a des gens d'un côté qui me disent qu'ils ne croient plus à la fidélité parce qu'ils se sont trop fait tromper dans leur vie, puis bon, ils se disent ça n'existe pas. Mais ceux qui t'ont dit ça, est-ce qu'on ressentait qu'eux avaient tout de même le goût de quand même, eux, être fidèles? Oui, mais ils étaient un peu désabusés de l'amour. Et je les comprends. Quand tu te fais tromper, souvent, à un moment donné, tu te dis, bon, ça sert à quoi? J'aime autant être seule. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. Donc, il y avait des gens qui n'y croyaient plus. Les couples qui sont ensemble depuis très longtemps m'ont tous dit que la fidélité, c'est vraiment essentiel, puis c'est la base de leur couple, que sans fidélité, c'est dur de construire quelque chose. Puis que aussi, les gens en général me disent, quand tu aimes l'autre, normalement, ça ne devrait pas être compliqué d'être fidèle. Tu sais, c'est sûr, il y a des belles personnes autour, mais moi, quand j'étais en couple tout le temps, je ne peux pas dire que c'est un effort d'être fidèle. J'aime quelqu'un, je suis avec quelqu'un, ça finit là. Je veux dire, les autres, ça n'existe pas. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui veulent se donner l'image de fidélité, mais qui ne le sont pas. Moi, je me dis, si une personne est infidèle, qu'elle s'assume, qu'elle le dise, puis qu'elle soit avec une personne aussi qui est ouverte. Parce que, justement, il y a des gens qui ne sont pas fidèles, mais sont tout de même en couple. C'est des couples ouverts. C'est difficile de dire qu'ils vivent bien avec ça, mais de ce qu'on peut entendre de certaines entrevues que tu as sûrement vues à la télé aussi, ils font bien un semblant de dire qu'ils sont heureux dans ce mode de fonctionnement. J'ai de la misère à imaginer parce que c'est dur à imaginer quand c'est une valeur qui est présente chez soi. C'est pas dans mes valeurs, mais il y a des couples ouverts très heureux. Oui. Dans leur cas, c'est pas comme s'ils se trompaient parce qu'ils ont fait un contrat, OK, on a le droit de se tromper. Mais moi, je me dis, à long terme, ça doit être dur. Moi, je ne pourrais pas vivre dans un couple comme ça, mais il y en a qui font ça, qui sont épanouis. C'est ce qu'ils disent. Donc, l'important, c'est que les deux sont d'accord sur la même façon de faire. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas toujours honnêtes avec eux-mêmes. Ils vont se dire fidèles, mais à la moindre occasion, ils vont tromper leur conjoint et leur conjointe. Et puis ça, c'est autant les hommes que les femmes. Là. Il y a une espèce de préjugé que c'est les hommes qui sont infidèles, mais c'est les deux. Ça, On est obligé d'être marié pour vivre en couple? C'est sûr que... On est obligé d'être marié pour avoir un amour véritable? Le mariage, ça a pris pas mal le bord avec la religion. Moi, c'est une valeur importante. J'aimerais me marier un jour, mais pour la plupart des couples, c'est moins important qu'avant.
Mais il y a encore des couples qui se marient à l'Église parce que c'est un sacrement, parce que c'est important, parce que ça a un sens, se marier devant Dieu. Il y en a aussi qui se marient à l'Église pour avoir une belle salle, pour avoir des photos. Aussi, il y en a de tout. Tu sais, on a vraiment Il y en a qui se marient au palais de justice. Il y en a qui se marient au palais de justice. Avec un notaire. Notre relation peut être aussi durable, même si on n'est pas mariés. Je connais des couples qui sont ensemble depuis 50 ans, qui ne sont pas mariés du tout. Oui. Ça dépend selon ce qu'on recherche, nos valeurs. Si je peux Puis pas me on parle marier. vraiment de valeurs communes. De valeurs communes, parce Si que... notre conjoint ne croit pas, on ne va pas l'obliger non plus. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne nous aime pas pour autant. Hein. Non, parce que je pense pas que le mariage va faire que votre couple va durer plus longtemps. Là. Je veux dire, il y a 50 de divorces, un peu comme dans les couples non mariés. Moi, c'est sûr, c'est une institution que j'aime, le mariage, mais que les gens vivent sans être mariés, ça, je vois pas de problème à ça. C'est leur choix de vie. S'ils sont heureux comme ça. Y aurait-il un petit cachet romantique au mariage? Bien, le romantisme, c'est une autre chose. Le cinéma? C'est sûr que l'espèce de conte de fées, le mariage à l'église, c'est quelque chose. Le romantisme, c'est comme les fréquentations, c'est quelque chose aussi qui est moins... Aujourd'hui, aller ouvrir la porte de la voiture à une jeune fille, à une jeune femme, lorsqu'on la rencontre pour la première fois, peut être pris pratiquement comme une insulte pour l'avoir vécu personnellement. Oui, et si tu paies le repas... Capable d'ouvrir ma porte tout seul? Non, vraiment. C'est la dernière fois. Puis si tu paies le repas d'une fille que tu invites, tu peux te faire recevoir aussi. Donc... moi, je trouve ça dommage, la galanterie. C'est pas facile pour un homme d'être galant aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui ont peur d'être galants parce qu'ils ont peur de se faire recevoir. Tu as raison de le dire, les femmes peuvent... Des femmes aussi dans les couples gays. Exactement. Et c'est triste parce que moi, je trouve ça beau, la galanterie. Bon. Autant d'un sens que de l'autre. Je trouve ça beau. Quand on ouvre la porte de moi, je trouve ça cute quand on ouvre ma porte. Le message est lancé. Le message est lancé. Ça débute bien. Hein? Là, au premier rendez-vous, là, si on t'ouvre la porte... C'est que c'est une attention, puis c'est pas toujours à la même personne de faire les attentions non plus. Mais comme le romantisme... tirer la chaise au restaurant. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Mais moi, quand je vois un couple faire ça, je trouve ça tellement cute. Surtout si c'est un couple jeune, je me dis, mon Dieu, ils continuent la tradition. Ouais. Mais ça se voit moins, comme le romantisme se voit moins. Je me suis déjà vue faire des affaires romantiques cute. Offrir des fleurs. Ouais, des affaires cute, puis me faire recevoir. Parce que, franchement, on est en 2000. Ça te coupe l'envie. Tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut être insensible à ça? Mais il y a du monde comme ça. Ils ont le droit. Mais je trouve ça triste. Parce qu'on dit que les romantiques sont une espèce en voie d'extinction. Mais oui, il y en a de moins en moins. Puis des fois, tu te fais regarder, puis tu te fais... moi, je trouve que ça rajoute à l'amour. C'est quoi ton message, là, comme moi, est-ce que je devrais persévérer dans mon ouvrage de porte? Ou... Non, mais c'est parce qu'on dit ça. Je pense que j'irais dans le même sens que toi. Moi, je me dis, là... Je veux dire, à quelque part, il n'y a rien de mal à ouvrir la porte à quelqu'un qu'on aime, que ce soit notre conjointe ou par simple politesse par rapport à une personne âgée ou tout simplement par rapport à une personne que l'on croise. Moi, ça m'arrive d'aller à la caisse populaire puis de garder la porte ouverte pour un parfait inconnu. Bien, c'est un Et bon puis je geste. me dis, c'est ça, vivre en Gaspésie, dans un milieu où on se dit tout bonjour, même si nécessairement on ne soupe pas ensemble tous les jours. Mais moi, je pense c'est la beauté de vivre en région. On ne devrait jamais... Moi, à Montréal, j'ai traumatisé les gens avec ça. Non, parce qu'on... D'être jovial dans ma façon de fonctionner. J'ai essayé d'aller aider quelqu'un qui était resté pris, une petite anecdote, qui était resté pris dans un banc de neige. Moi, mon réflexe premier, ça a été de tout de suite aller l'aider. Puis j'ai fait peur à la personne. Pour moi, j'allais l'aider, j'y ai fait peur. Après ça, ma réputation s'est faite quand même assez rapidement sur les... Moi, je marchais sur le trottoir, bonjour, Philippe, il y a un torticolis. Mais ça, il y a des gens, moi, des fois, je salue tout le monde, là, je souris tout le temps. Puis il y a des gens qui me répondent bête, là, tu sais, qui me font une face de bœuf. Mais la majorité, je sais pas pour toi. La majorité sont très souriants. C'est pareil pour moi. Il y a des petites exceptions. Bureau exceptions. de poste, des endroits, là. Bureau de poste, caisse populaire, là, c'est là qu'il y a du trafic à Grande-Rivière. Oui, c'est le carrefour, là. Il faudrait quasiment installer une lumière, là. Mais les gens, généralement, reçoivent bien. Puis moi, je me suis dit, la prochaine fois que je fais une petite attention à une fille ou une attention romantique, puis je me fais recevoir, bien, c'est pas la fille pour moi. C'est parce que moi, je dis, il n'y a pas de raison de recevoir un acte de bonté. Avec l'expérience, c'est des petits modes de comportement qu'on allume vite lorsqu'on est en mode recherche intensive. Recherche intensive.
C'est-tu moi, ça? Non, non, mais je veux dire, on a tous été à une époque de notre vie, à quelque part, célibataire. Hein, même à quelque part, être célibataire aujourd'hui, c'est quasiment valorisé. Bien, avant d'être célibataire, tu te faisais regarder bizarre. Oui, Tu te faisais insinuer que tu étais probablement gay. oui. Aujourd'hui, être célibataire, on voit qu'il y a des gens célibataires très heureux. Tu n'es pas obligé d'être en couple dans la vie, là. Tu sais, moi, je me dis que tu es mieux heureux tout seul que malheureux en couple. On le dit souvent, mais c'est vrai. Donc, être célibataire aujourd'hui, et les relations ont changé parce qu'avant, tu rencontrais quelqu'un, tu te mariais, etc., les enfants. Mais là, il y a des enfants qui décident d'être en couple, qui décident de ne pas avoir d'enfants. C'est correct. Il y a des gens qui décident de ne pas rester ensemble, qui choisissent. Il y a toutes sortes de couples. Il y a des gens qui vivent dans 2 pays différents, puis qui se voyagent, puis qui se voient de temps en temps. Il y a toutes sortes de couples. Mais il faut que ça corresponde à nos besoins, à nos attentes. C'est ça l'important. Donc, le couple d'avant, la petite maison, les enfants, le chien, c'est plus l'unique définition d'un couple. Il faut savoir faire la part des choses. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça serait comme un soupçon de modernité avec un soupçon de valeur traditionnelle et un respect de soi versus son conjoint qui serait une recette idéale? C'est pas une émission de cuisine qu'on fait aujourd'hui. Ça a l'air à ça. Après l'émission, pour ceux, parce qu'à un certain moment donné, c'est quoi la recette gagnante? On ne pourra pas vous donner un petit calepin et le distribuer si on serait pas ici. On serait millionnaire si on avait cette réponse-là. Je pense que oui. Parce que c'est tellement axé sur la personnalité de chacun qu'à quelque part, il n'y a pas de recette qui s'applique à tout le monde. C'est de créer sa propre recette dans laquelle nous, on est heureux. Si on aime notre soupe un peu plus salée, ben, on a le droit de l'aimer un peu plus salée. Quelqu'un d'autre va la goûter, il va la trouver exécrable, mais toi, tu es bien là-dedans. Donc, je pense que tu résumes bien. C'est d'aller un juste milieu entre les 2 extrêmes que l'être humain a connus, là, entre les années 60 puis les années 2000, qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi. Un petit peu un juste milieu. Puis de se respecter soi-même. Parce que si toi... respect de l'autre commence par soi-même. Oui, si tu te respectes, tu ne resteras pas avec une personne qui ne te respecte pas. Si tu te respectes, tu vas choisir une personne en fonction de tes valeurs. Peu importe c'est quoi, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Si pour toi, tu as envie d'être dans un couple ouvert, bien, ça sera ça. Puis en amour, on ne s'oublie pas. On partage quelque chose. On partage. Quand on s'oublie en amour, c'est parce que, à quelque part, on n'est pas nécessairement avec la bonne personne, je crois. J'ose dire ça. Non, on n'est pas que la bonne personne. Puis moi, quand j'entends des gens dire, ben à mon âge, on ne se sépare plus, ça fait comme trop longtemps, c'est épouvantable, penser de même. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Puis il n'y a pas d'âge pour faire un nouveau départ. Puis mon Dieu, respectez-vous. Puis il n'y a pas d'âge pour ouvrir la porte à l'amour. Puis on est tellement bien lorsque c'est quelque chose qui est partagé. Tant qu'à moi, le bonheur dans la vie, c'est ça. Puis il y a une pensée que j'aime beaucoup, ça dit avoir peur d'aimer par peur de souffrir, c'est comme avoir peur de vivre par peur de mourir. Tu sais, ça résume bien parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, tu sais, je comprends, moi, à un moment donné, à force de me faire briser le cœur, à un moment donné, je me dis, gars, je vais rester tout seul, je suis tannée de me faire mal. Mais en même temps, l'amour, c'est beau. C'est un risque, mais c'est beau. Il va faire moins fret, moins longtemps. Je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire pendant longtemps, je crois. Une réflexion très, très songée et mature, je crois. Ça ne vient pas de moi. Ah. Mais on l'a partagé avec les gens. Partagé. C'est ça le plaisir de l'émission de Pour et le contre. On essaie de partager les opinions. Puis je suis très content de ton mode de fonctionnement d'interaction avec Facebook. Là. Ça semble vraiment être un succès. Je te le demande en ondes. Ça fonctionne vraiment bien. Chaque semaine, là, je reviens avec les sujets, puis ça répond. Les gens répondent sous mon mur, d'autres me répondent en privé parce qu'ils sont plus gênés. Mais c'est bien ça. Je condense toutes les réponses, puis je sors les points comme ça. C'est que les gens m'aident. Et les gens ont une influence sur l'émission. Ben oui. Car l'émission a été faite en fonction d'une demande d'une internaute. Exactement. Puis la suivante, pareil, j'ai eu une autre demande. Gênez-vous pas, moi, je suis bien ouverte. Donc, c'est toujours un plaisir. Gênez-vous pas, amenez vos commentaires et puis ça sera un plaisir de faire des émissions allant dans ce sens-là parce que cette émission-là, on l'a fait pour les gens. Exactement. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. La semaine prochaine.